Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à un rapport de l'ONU accablant sur la politique de Pékin à l'égard des Ouïghours. L'organisation évoque des crimes contre l'humanité qui pourraient avoir été commis dans la région du Xinjiang. Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, a publié ses 46 pages quelques minutes avant la fin de son mandat. Le rapport est fondé sur des écrits et déclarations des autorités chinoises, mais aussi sur le travail de chercheurs, des images satellites, sur 40 entretiens, dont 26 personnes ayant été internées ou ayant travaillé dans des camps. Un outil politique rédigé par des sbires, des Occidentaux, a réagi la Chine. L'Allemagne a appelé le gouvernement chinois à accorder immédiatement à tous les habitants du Xinjiang le plein exercice de leurs droits humains. Alors on va bien sûr revenir ce soir sur ce rapport. Pourquoi Michelle Bachelet, la haute commissaire des droits de l'homme, l'a-t-elle publié si tard? Quelle est la responsabilité de Xi Jinping dans la persécution des Ouïghours? Quel est l'impact de ce rapport alors que les tensions montent entre la Chine et les États-Unis et que les réactions se sont multipliées en Europe? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dilnur Rehan. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Bienvenue dans le débat. Merci à vous d'être là. En face de vous, Jean-Paul Chang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, cofondateur de la Lettre de Chine. Bienvenue à vous. À côté de vous, Alain Chalvron. Bonsoir. Bonsoir. Alain, grand reporter, ancien correspondant de France Télévisions en Asie en particulier. Avec nous également Jean-François Di Meglio. Bonsoir. Président de l'EJA Center, professeur à l'Université Paris-Dauphine et à la Public School of International Affairs of Paris. Bienvenue à vous. Un mélange d'entretiens donc réalisé par les Nations Unies. On évoque un crime contre l'humanité. Jean-François Di Meglio, pour cadrer ce débat, qu'est-ce qu'apporte ce rapport alors qu'un certain nombre d'ONG allaient même plus loin puisqu'il parlait de génocide. Aux États-Unis, on parle de génocide. Là, l'ONU donc évoque un crime contre l'humanité. Il apporte une forme d'autorité, comme vous l'avez dit, puisqu'effectivement... c'est un rapport de l'ONU. On avait eu jusqu'à présent, dans nos mémoires, ce qui est le plus fort, c'est les positions du Parlement européen, si vous vous en souvenez. Donc, au début 2021, une action qui avait eu un certain nombre de conséquences, puisque c'était le moment où la Chine était en train de négocier avec les Européens le fameux Cross Agreement on Investment, et on avait mis un terme aux négociations, et un certain nombre de personnalités individuelles, dont Raphaël Glucksmann, le député européen, mais aussi des institutions, y compris des think tanks, et un think tank allemand, Merix, Mercator Institute, avait été sanctionné par la Chine à l'époque. C'était la première fois que la Chine faisait d'une certaine façon preuve d'extraterritorialité, si on peut appeler ça ainsi, dans les mesures qu'elle prenait contre des étrangers. Et malgré cela, l'ONU est nécessaire. Ce rapport, en tout cas, apporte... Voilà, l'ONU est une autorité en théorie indiscutable. Et ce que ça nous apporte aussi, c'est la contestation par une puissance multilatérale qui va siéger à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, d'un rapport rédigé par l'ONU. Comment est-ce que les représentants de la Chine vont-ils se comporter lorsqu'ils seront à l'Assemblée générale la semaine prochaine? Dilnur Rehan, alors il n'y a pas de chiffre officiel évoqué par l'ONU sur le nombre de détenus ouïghours. Il dit simplement qu'il est très important. Il parle de entre 10 à 20% de la population adulte qui aurait été au moins à un moment ou à un autre détenus dans des camps, selon donc les chercheurs de l'ONU. Quel est votre avis sur ce rapport? Est-ce qu'il va assez loin? Vous, en tant qu'association, vous parlez d'1 million de Ouïghours dans les camps. Nous parlons, en fait, en tant que chercheuse que je parle, et non pas en tant que représentante d'une association. Les chercheurs, on estime environ 3 millions de personnes qui sont internées dans des camps et prisons. 3 millions, vous dites. Voilà, 3 millions environ. Et il faut savoir qu'en fait, ce sont des structures différentes. Il n'y a pas que camps d'internement, camps de concentration, mais il y a aussi les camps de travail, mais aussi en fait les prisons, les camps qui sont transformés de plus en plus en prison aussi. Donc mais ce rapport en effet nous apprend rien de nouveau et que les ONG et les chercheurs et les investigateurs, notamment les journalistes, ils avaient déjà révélé, mais enfin comme ça vient d'être évoqué, effectivement l'ONU en tant qu'une structure internationale incontestable en théorie et que ce rapport est quand même important. Important parce qu'elle a l'autorité, l'ONU. Vous rejoignez ce que vient de dire Jean-François Di Meglio. Jean-Paul Chang. Oui. Si vous êtes d'accord avec ce que vient d'être dit sur l'autorité de l'ONU, sur finalement qu'elle apporte tout de même une pierre à l'édifice dans justement la mise en accusation de Pékin dans la répression des Ouïghours. Alors j'ai quelques doutes évidemment sur l'importance que Pékin va accorder à cette autorité. Je pense que Pékin a déjà traité le rapport de farce
Pékin, oui, il parle des sbires occidentaux. Oui, voilà. Donc Pékin fait remarquer que tous les témoignages qui sont recueillis dans ce rapport ont déjà fait l'objet de réfutation. D'ailleurs, ils ont exigé effectivement que le Haut Commissariat publie le rapport, certes, mais que soit immédiatement suivi par le rapport de réfutation qui fait à peu près 150 pages, où ils reviennent évidemment sur tous les cas, les interviews, les ONG, les mensonges, entre guillemets. Bon, voilà. Donc je pense que... Donc il réfute, mais est-ce qu'il est utile, ce rapport? C'est sûrement utile pour ceux qui veulent mener un peu la campagne pour les droits de l'homme en Chine, et évidemment du point de vue chinois, ça cristallise finalement une certaine tension entre un certain nombre de pays occidentaux et la Chine, puisque ça va être servi évidemment comme instrument dans l'affrontement idéologique entre le monde occidental, si j'ose dire, et puis la Chine de l'autre côté. Ça va accroître encore les tensions, Alain de Chalbon? Est-ce que ce saut des Nations Unies est important? Ça ne va pas calmer les tensions, hein, ça c'est sûr. Mais ce que je dirais surtout, c'est que c'est une grosse défaite pour le régime chinois. C'est une grosse défaite d'abord parce que le contenu de ce rapport est quand même accablant, qu'il va circuler dans le monde entier puisque c'est l'ONU, qu'il a ce tampon onusien qui rend le document incontestable quelque part. Et les Chinois, quoi qu'on en dise, ils sont assez soucieux de l'image qu'ils donnent. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Paul Chang? Je suis plus catégorique que lui, oui. Et c'est une défaite aussi parce que depuis 10 ans, même peut-être un peu plus, la Chine, très intelligemment et très méthodiquement, a noyauté le système des Nations Unies en plaçant des gens à droite, à gauche. Et là, c'est une gifle. Et je plains, pour vous dire la vérité, l'ambassadeur chinois à Genève, qui, à mon avis, aura des problèmes. Jean-Paul Chang, vous pouvez réagir? Vous le plaignez aussi, cet ambassadeur? Ça va être compliqué pour lui? Dans une certaine mesure, je suis d'accord avec ce que mon voisin a dit, à savoir que, bien entendu, c'est un échec diplomatique en apparence. En apparence, parce qu'effectivement, ça n'a pas beaucoup d'effet, à vrai dire, sur la conduite des affaires par la Chine dans cette région. Quant au fond, c'est ça que je veux dire. Quant à l'existence d'une utilisation du thème du Xinjiang, comme d'ailleurs le thème du Tibet, de Hong Kong ou de Taïwan, par les Occidentaux dans leur opposition frontale aujourd'hui avec la Chine, là, les Chinois s'y attendent depuis longtemps. Donc ce n'est pas un échec non plus ressenti tel quel. Donc vous dites que ce n'est pas vraiment nouveau. Jean-François Di Meglio, pourquoi Michelle Bachelet a-t-elle attendu si longtemps? Est-ce que les Chinois ont effectivement exercé une grosse pression? On peut l'imaginer, effectivement. Ensuite, les éléments, effectivement, étaient réunis depuis longtemps. C'est depuis 2018. Son mandat a commencé pratiquement en 2018. Et depuis le début de son mandat, les éléments étaient accumulés. Elle a fait cette mission. Cette mission, c'était au mois de mai. Mission au mois de mai. Et donc, il fallait quand même, pour parer les contradictions auxquelles on pouvait s'attendre, il fallait nécessairement qu'elle exécute cette mission. Mais rappelez-vous, quand elle est revenue de cette mission, on a tous été sidérés par le commentaire personnel de Michelle Bachelet sur ce qu'elle avait vu, puisqu'elle a mis en évidence des points positifs. On s'est demandé ce qu'elle avait vu au Xinjiang pour dire des choses pareilles. Alors justement, on va l'écouter, parce qu'on a retrouvé ce qu'elle a pu dire. C'était le 25 août à Genève, hein, donc c'était quelques mois après cette mission. On l'écoute, Michelle Bachelet. Ai-je été sous pression? Nous avons toujours été sous pression, de tous les côtés et dans toutes les situations, je dirais. Pas seulement des membres des ONG, mais aussi de la société civile. Notre travail est guidé par les droits humains et par les faits sur le terrain et leurs analyses objectives. Dans le cas de ce rapport, j'ai été soumise à d'énormes pressions pour le publier ou ne pas le publier. Mais ce ne sont pas ces pressions qui feront que je le publie ou que je renonce à sa publication. Et elle l'a littéralement publié 4 heures après la fin de son... 4 heures avant la fin de son mandat, juste avant la fin de son mandat. C'est tout de même quelque chose d'assez inédit. 8 minutes avant. Oui. Combien? 8 minutes avant. 8 minutes avant. Vous pensez qu'elle n'allait pas la publier? Oui, on avait perdu l'espoir, en effet. Donc, et finalement, ça a été publié 8 minutes avant. Tant mieux pour elle, parce qu'elle avait totalement gâché son mandat, mais aussi gâché sa réputation. Et que ça sauve un petit peu, au minimum, son honneur.
Ça sauve son honneur. En tout cas, la réaction, évidemment, de Pékin ne s'est pas fait attendre. Juste après la publication de ce rapport, on va écouter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. La soi-disant évaluation que vous avez mentionnée est orchestrée et fabriquée par les États-Unis et certaines puissances occidentales. Elle est totalement illégale et invalide. Ce rapport est un ramassis de fausses informations qui sert d'outil politique aux États-Unis et à l'Occident pour utiliser stratégiquement le Xinjiang afin de contenir la Chine. Jean-Paul Chiang, c'est ce que vous disiez. Donc, en fait, il parle d'instrumentalisation, de fabrication, tout simplement, du côté de l'Occident. J'essaie d'interpréter la position chinoise. Donc, effectivement, il confirme mon analyse là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que les Chinois, dans leur réponse par rapport à ce document de l'ONU, avancent le fait qu'ils n'ont pas la même conception des droits de l'homme, quelque part. Donc, ils disputent même la notion de droit de l'homme telle qu'avancée par le Haut Commissariat, en disant que pour nous, le droit fondamental de l'homme, c'est de pouvoir vivre en paix, et que le fait qu'ils aient réussi à mettre fin au terrorisme, au séparatisme, aux troubles, et pour que les gens du Xinjiang puissent bénéficier d'un développement et de sortir de la pauvreté, pour eux, c'est ça, le droit de l'homme qu'eux, ils ont accompli. Donc, quelque part, on comprend qu'eux, ils se mettent dans leur droit moral pour contester les conclusions de ce rapport qui est, par ailleurs, comme vous dites, accablant. Dine Nur, Renan, votre réaction justement à ce que dit la Chine? Ce n'est pas une surprise, la réaction de la Chine, et que depuis le début, la Chine a toujours nié les crimes qu'elle a commis, et que, si vous vous souvenez, jusqu'en octobre 2018, la Chine, elle nie totalement l'existence des camps, et après, face aux preuves, finalement, elle a dû reconnaître, ensuite de justifier pourquoi. Évidemment, en fait, comme dans un monde islamophobe aujourd'hui, et que pour la Chine, c'était le bon moment de justifier tous ces crimes au nom de lutte contre le terrorisme. En plus de cela, la Chine elle-même, elle justifie en disant que, et en fait, toutes ces personnes qui sont internées, ils n'ont commis aucun crime. Cependant, la Chine estime que peut-être dans le futur, ils vont commettre. Donc, ils expliquent que centre de prévention. Centre de prévention. Justement, Alain de Chalvron, les Ouïghours, pour revenir justement un peu sur qui ils sont, ce sont des musulmans sunnites, je parle sous votre contrôle. La plupart parlent donc une langue proche du turc, en fait, et ils sont environ 12 millions dans cette province, mais manifestement, ils étaient beaucoup plus nombreux, d'ailleurs, avant 1949. Comment est-ce qu'on peut les placer? Est-ce que c'est stratégique pour la Chine, justement, cette région du Xinjiang? Historiquement parlant, ça a toujours été une région tampon entre la Chine chinoise et l'Asie centrale musulmane. Depuis toujours. Il y a eu une très brève période d'indépendance de la région, mais à part ça, ça a toujours été plus ou moins directement contrôlé par la Chine. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est si important pour le régime de Pékin ? Parce que, le détonateur, ça a tout de même été des attentats terroristes qu'il y a eu. Et en particulier, un attentat qui a eu lieu devant le portrait de Mao sur la place Tiananmen. Et ça, c'est perdre la face. Perdre la face pour les Chinois, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc, ils se sont jurés. Il y a eu d'autres attentats assez sanglants aussi à Urumqi et dans la région de Kunming, à la gare de Kunming. Et donc, le nouveau pouvoir... Xi Jinping arrive au pouvoir, a décidé de taper très fort. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui s'est passé, vous êtes d'accord? Non, je ne suis absolument pas d'accord avec cette théorie qui est reprise partout, en effet, et que ça joue dans effectivement, dans la propagande chinoise aussi, qui est justifiée par là, sa politique. En réalité, il faut savoir qu'en fait, c'est, la région ouïghour, c'est une colonie chinoise, et notamment une colonie chinoise depuis 1949, avant cela, qui était une république indépendante. Relativement indépendante, disons, même si c'était un État satellite. Et que depuis 1949, la Chine exerce dans la région une politique coloniale. Et que dans cette politique coloniale, évidemment, il y a mécontentement. Aucun peuple ne mérite la colonisation par un autre peuple. Et que dans ce contexte-là, il y a eu toujours de contestations. Mais mais le but de la Chine et des dirigeants chinois depuis toujours, c'était accaparer le territoire ouïghour totalement.
Et il fallait une excuse, un prétexte pour cela. Et depuis 2001... Et donc, quel est ce prétexte? Le prétexte, c'est bien entendu, après 11 septembre 2001, c'est la lutte internationale contre le terrorisme qui est bien exercée par la Chine. Sous ce prétexte, toute la population ouïghour a été placée comme en fait une population à séparer, ségrégée, à dangereux et donc finalement à éradiquer. Alors justement, Jean-François Di Miglio, Madame Réhan parle justement de cette politique de colonisation, mais pourquoi est-ce que Xi Jinping, parce que manifestement on voit bien que c'est lui tout de même qui a durci, pourquoi a-t-il durci cette répression à l'égard des Ouïghours en particulier? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs niveaux, à la fois dans ce qu'on a entendu du porte-parole, et puis aussi ce commentaire qui est tout à fait justifié sur les motivations effectivement du peuple ouïghour. Bon, il est clair que les motivations du peuple ouïghour, d'un point de vue international, elles ne sont pas reconnues. Aujourd'hui, les frontières de la Chine, d'un point de vue international, incluent le territoire ouïghour. Mais cette montée en puissance, en fait, elle fait suite probablement à la reconnaissance d'une forme d'échec qui était la colonisation au sens où vous l'avez indiqué, c'est-à-dire le peuplement du Xinjiang par des populations Han. Le peuplement du Xinjiang par des populations donc chinoises, par l'envoi de fonctionnaires, par l'envoi de personnes en poste au Xinjiang, était destiné à progressivement incorporer, comme la Chine le fait très souvent, ce territoire dans une grande zone de culture chinoise. Ça n'a pas marché. Et donc, effectivement, on monte d'un cran. Et puis, il y a une autre dimension, celle qu'on constate avec le porte-parole, mais c'est cette assertivité chinoise qui, elle aussi, a deux aspects. Le fait de dire on sort du jeu international, c'est quand même quelque chose d'énorme. Entendre un rapport de l'ONU et le traiter comme un chiffon de papier, ça veut dire quand même on a une autre proposition de gouvernance internationale qui est peut-être meilleure que celle que l'ONU nous propose. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que, effectivement, les échéances qui sont devant nous vont être un test pour cette tentative de nouvelle gouvernance. On sent bien que la Chine a envie de ça. Mais de notre côté, cette gouvernance, la Chine voit bien qu'elle est terriblement menacée, y compris par ceux qui pourraient être ses amis. L'invasion de l'Ukraine, ça ne va pas vraiment dans le sens de la gouvernance chinoise promotrice de la paix. Je pense que la Chine a été assez surprise de ça. Mais elle se sent cernée. Pour autant, elle n'a pas envie d'aller vers la Russie. Mais elle se sent cernée par qui? Pardonnez-moi. Mais... C'est une obsession chinoise. Rappelez-vous que ça veut dire le territoire, non pas du milieu comme le centre de la Terre, mais celui qui est cerné par tous les autres. Il est cerné, et si vous reprenez les cartes ou les représentations historiques, y compris par un grand penseur du Parti communiste, il y a plusieurs cercles autour du centre chinois, et ce sont des cercles de barbares plus ou moins civilisés, et plus on va loin, plus on a des barbares. Et donc, pourquoi Xi Jinping a renforcé encore cette répression? Et oui, parce qu'il se sent, encore une fois, et malgré ce que nous voyons d'ici, de plus en plus isolé, ce qui est peut-être pas totalement faux, mais ce à quoi il contribue très fortement, et effectivement, avec un objectif qui semble de plus en plus éloigné de la réalité. Jean-Paul Chang, en plus, il y a donc normalement, son mandat devrait être renforcé. En tout cas, il devrait être à nouveau élu, si je puis dire, par le Parti communiste, puisqu'il y a cette réunion le congrès, le 14 octobre. Mais pour revenir simplement sur l'origine du problème, pourquoi Xi Jinping, pourquoi c'est sous sa présidence, il faut quand même voir qu'on ne peut pas totalement nier qu'il y a eu quand même une influence du djihad sur une partie de la population ouïghour, où on a trouvé des djihadistes ouïghours en Syrie et ailleurs, qui sont à l'intérieur de l'État islamique aussi. Donc dire que la répression a été plus aveugle et plus générale sur la population ouïghour, c'est une chose. Mais nier totalement le fait qu'il y a eu des attentats, des morts, jusqu'à Kunming, qui est quand même dans le sud de la Chine, ou sur la place Tiananmen, c'est pas une question de perdre la face, c'est perdre des vies. Parce que quand même, en plein jour, à Urumqi, quand il y a eu des émeutes et qu'il y a 150 morts, C'était commis par les Ouïghours. Oui, entre autres. Et c'était Bataclan... à peu près sur Urumqi. Donc, je veux dire, vous ne pouvez pas, n'importe quel gouvernement ne peut pas ne pas réagir à ça. Et donc, à partir de là, si vous voulez,
compte tenu de la nature du régime chinois... Jean-Paul, si tu permets, nous avons réagi au Bataclan. L'Occident a réagi au Bataclan, mais avec des mesures légèrement différentes de celles que la Chine a appliquées au Xinjiang. C'est ce que j'allais dire, mon cher. Compte tenu de la nature du régime chinois, tu ne pouvais pas attendre à autre chose que des mesures qui sont plus effectivement autoritaires. C'est ça que je veux dire. Mais il est clair que le régime, il faisait face quand même à des réels risques de séparation et de terrorisme. Juste en fait sur cette question, le terrorisme n'est qu'un prétexte par le gouvernement chinois. Ensuite, ce que vous soulignez, comment en fait ceux qui sont trouvés des Ouïghours combattants en Syrie, je vous rappelle que c'est en 2015 et qu'en 2015, entre 2014 et 2015, environ 1000 Ouïghours ont été sortis par les autorités chinoises par la Chine. Ce sont des ruraux qui n'ont ni passeport ni la langue. Ils sont sortis non pas de nos frontières habituelles juste à côté de nous en Asie centrale, mais ils ont traversé toute la Chine, un autre continent, pour aller au Vietnam. Et que ce qui est en fait, vous savez quoi, moi j'ai grandi dans cette région-là. Ensuite j'ai fait mes études en Chine et qu'en tant que Ouïghour, je sais que le contrôle faciès est extrêmement sévère et que en fait ce sont les attentats d'ailleurs, ces 3 attentats que vous et les Chinois, soulignent souvent, ce sont en fait, en réalité, ce sont des accusations chinoises. Il n'y a aucune enquête indépendante ont été réalisées. Et aussi, ensuite, en fait, connaissant comment les gares, comment les centres sont contrôlés, lorsqu'en fait, il y a un seul Ouïghour présent, et immédiatement la police qui vient, lorsque nous, les Ouïghours, en France ou ailleurs, on rentre en fait dans notre pays, on passe par Pékin, dès notre arrivée, la nuit, la police débarque dans l'hôtel pour nous fouiller et que avoir ce type d'attentat par les Ouïghours librement comme ça, alors que pendant une demi-heure, la police ne vient pas, c'est juste impossible. Alain Chalmon. Oui, je suis d'accord que les attentats ont été utilisés comme prétexte pour une répression. La chose la plus grave, peut-être, vue de Pékin, c'est ce qui s'est passé en 2010. Des affrontements entre Ouïghours et Chinois Han, à Urumqi, dans la capitale. Là, à Pékin, on s'est dit, ça va mal, il faut faire quelque chose. Ce que je voudrais ajouter... Et donc la répression, c'était la répression. Mais ce n'est pas ce régime-là, à l'époque c'était Hu Jintao, c'est donc Xi Jinping quelques années plus tard. Je voudrais juste ajouter une chose, ce n'est pas un truc isolé, ce qui se passe chez les Ouïghours. C'est une politique de sinisation à marche forcée qu'a décidé Xi Jinping et qu'on retrouve même sur des musulmans qui sont tout à fait chinois, qui sont Han, mais qui n'ont plus le droit d'écrire avec des caractères arabes, dont on a démoli les minarets, etc. C'est vrai aussi pour les Mongols, c'est vrai pour les Tibétains, etc. Il y a une volonté de sinisation de tout l'ensemble chinois qui est claire et d'une certaine manière, un durcissement terrible, y compris pour les Chinois. La vie en Chine a beaucoup changé et elle est de plus en plus dure. Et pourquoi, Jean-François Di Meglio, on va reparler des réactions internationales, pourquoi, encore une fois, Xi Jinping est-il devenu aussi répressif, aussi dur, effectivement, c'est ce que j'appelais cette assertivité à 2 visages, c'est-à-dire cette assertivité qui est clairement le fait que, pendant des années, la Chine a tout gagné. Donc effectivement, les objectifs d'un régime comme le régime chinois ont été atteints du point de vue international avec la négociation de grands traités commerciaux, avec une certaine forme de reconnaissance, avec, comme ça a été rappelé très justement, la présence tout à fait légitime, quand on voit le rang de la Chine dans le jeu multilatéral de représentants chinois dans les organismes internationaux, tout à fait légitime. Donc la Chine était en train de tout gagner. Cette victoire a conduit à une forme de ce qu'on appelle en anglais de certifié, c'est-à-dire l'affirmation de soi. C'est ça qui, effectivement, justifie en partie. Mais cette assertivité qui ne crée une forme de mégalomanie. Oui, alors je ne dirais pas ça. C'est que cette assertivité aurait dû avoir des conséquences. C'est-à-dire une relative bienveillance ou une acceptation par le monde extérieur de cette assertivité. Et pour toutes sortes de raisons que la Chine a tendance à considérer comme mauvaise, cette assertivité n'est pas bien reçue par le monde extérieur. Alors à nous de juger si cette assertivité est bienvenue ou pas bienvenue, mais en tout cas, il est clair que... La répression n'est pas bienvenue pour le monde extérieur, enfin en l'occurrence pour les démocraties, elle n'est pas bienvenue, puisqu'elle ne fait pas partie des valeurs démocratiques. Ensuite, puisqu'il s'agit d'ONU, quand même, il faut voir aussi ce qui peut se passer dans une assemblée générale, parce que du point de vue des populations, la totalité des populations qui sont tentées
soit de s'abstenir, soit de voter dans le même sens que la Chine, en termes de population, un dirigeant chinois vous dira « nous représentons plus d'humains que ce que votre monde occidental représente ». Et la grande injustice aux yeux d'un dirigeant chinois, c'est qu'en termes de voix, c'est un pays, une voix. Et donc, dans une assemblée générale, on pourra vous contester un jour le principe même de la démocratie à l'ONU. Réaction internationale, en tout cas, on en parlait avec l'Allemagne qui a appelé le gouvernement chinois à accorder immédiatement, je cite, à tous les habitants du Xinjiang le plein exercice de leurs droits humains. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, condamne. On va écouter sa porte-parole. L'Union européenne condamne fermement les violations des droits humains au Xinjiang et dans d'autres parties de la Chine, en particulier la persécution des Ouïghours et d'autres personnes appartenant à des minorités religieuses ou ethniques. L'UE soulève la question du Xinjiang avec les autorités chinoises depuis des années en forum spécifique. Dine Réan, comment les Européens devraient-ils réagir aujourd'hui? Ils condamnent, mais est-ce qu'ils devraient, par exemple, mettre en place un certain nombre de sanctions? Au Parlement européen, on en a beaucoup parlé, en l'occurrence de contrôler, vous parliez de Raphaël Glucksmann, de contrôler les filières dans lesquelles, par exemple dans le textile, dans lesquelles, qui font appel aux Ouïghours, qui sont dans ces camps. Est-ce qu'il faut en passer par là? On parle depuis la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et la Russie a été isolée sur la scène internationale, notamment par l'Europe aussi. L'Europe a adopté une série de mesures de sanctions sévères contre la Russie. Et tandis que pendant que en fait, nous reconnaissons même ici à l'Assemblée nationale française un génocide qui est en cours mené par la Chine, et on ne fait toujours pas grand-chose. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et que là, le rapport de l'ONU, au moins, le mérite maintenant de pousser ces démocraties, en tout cas ces pays dits démocratiques, à soumettre la Chine désormais à une cour internationale pour que la Chine rende des comptes pour ces crimes. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, avec ce rapport, les ONG, par exemple, qui représentent les Ouïghours, est-ce qu'elles peuvent saisir aujourd'hui la Cour de justice avec ce rapport? Les ONG, non, puisque les ONG ont déjà tenté sans effet, puisqu'enfin, c'est, la Cour internationale de La Haye, notamment, est contrôlée par la Chine, et que, notamment, enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU est aussi sous emprise de la Chine et de la Russie, et que dans cet effet-là, les ONG ne peuvent pas. C'est pourquoi, en fait, il faudrait que désormais, à ces démocraties, de le faire. De faire, donc justement, quel type de sanctions? Alain Chalvon, est-ce que c'est la bonne approche, celle de sanctions de la part de pays européens, justement, contre un certain nombre peut-être de produits qui sont produits par les Ouïghours? Difficile à dire. Bon, les sanctions sont rarement très très efficaces, surtout quand elles sont très parcellaires comme ça. Si on prend de façon générale toute la Chine et qu'on décide qu'on n'importera plus rien de Chine, oui, ça peut avoir de l'effet, mais ça ne sera pas le cas. Là, ça porte sur le coton, un certain nombre de matières premières de production de la région des Ouïghours. Ça ne changera pas le cours des choses, franchement. Mais alors, qu'est-ce que peuvent faire les pays Vous savez, européens? Ce qui est étonnant dans cette histoire des Ouïghours, c'est que il n'y a pas de pays de la région, de pays musulmans en particulier, ou arabes, qui ait pris position pour les Ouïghours. Ils sont abandonnés. Alors, il y a eu quelques interventions du Kazakhstan, parce qu'on parle des Ouïghours, mais il y a aussi les Kazakhs. C'est une minorité de la même région, ils sont 7%. Il y a eu des interventions ponctuelles et personnelles, mais sinon, personne ne moufte. Et les Européens, en fait, ils devraient faire quelque chose? Ils ont déjà bloqué l'accord qui a été négocié pendant 8 ans sur les investissements réciproques. Est-ce qu'il est réellement bloqué, cet accord? Parce que oui, complètement. Le Parlement refuse le Parlement qui est très en pointe sur ces questions de Ouïghours, avec Raphaël Glucksmann dont on a parlé, effectivement, ça bloque complètement la ratification. Ceci étant dit... Ça n'empêche pas les accords entre l'Allemagne et la Chine sur l'automobile, par exemple. Oui, alors c'est un accord sur les investissements. Donc c'est autre chose. C'est un accord qui avait énormément de pertinence tant que la Chine, pendant ces 8 ans, avait les moyens, si j'ose dire, d'investir à l'extérieur. La situation économique chinoise ne pousse plus tellement à encourager les investissements à l'extérieur. Donc là, encore une fois, on peut se poser la question si, même avec la suppression de cet accord, d'une certaine façon, la Chine n'est pas gagnante à la fin du jeu, puisqu'il l'intéresse peut-être beaucoup moins qu'il aurait pu intéresser les Européens qui, eux,
souhaitait investir plus en Chine parce qu'effectivement, la Chine... Ça reste un gros partenaire de l'Europe, la Chine, économiquement. C'est bien sûr un partenaire, puisqu'on est le deuxième ou le troisième partenaire, et la Chine est le premier partenaire de l'Europe et de la plupart des pays. C'est peut-être ça qui va être remis en cause par un certain nombre de facteurs qui sont en train d'avoir lieu ces temps-ci. Et là, l'initiative, on parlait surtout d'initiative officielle, gouvernementale, européenne, multilatérale. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, y compris dans les patronats européens, c'est est-ce qu'on n'a pas mis trop de billes en Chine? Ah oui. Donc on se retire de Chine, ça serait une autre... On ne peut pas se retirer de Chine du jour au lendemain parce que vous avez une valeur de marché qui est liée à la valeur de ce que vous avez investi en Chine et on ne peut pas passer à zéro les investissements qu'on a faits. En revanche, on a un moyen, comme on dit en anglais, de couvrir ses paris et pour $1 qui a été investi en Chine un jour, eh bien, aller investir $1,50 ailleurs et progressivement repondérer le poids des investissements en Chine sans pour autant se retirer de Chine et attendre aussi, il faut qu'on le mentionne, des jours meilleurs parce que des personnes comme Jean-Paul, comme Alain et comme moi, nous avons le privilège de suivre la Chine depuis très longtemps. Et donc nous savons que la Chine va par cycle aussi. Et voilà, Xi Jinping, il est là pour longtemps manifestement. Il a modifié la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir. On a effectivement un 20e congrès qui ne va pas le déclarer leader à vie, qui va simplement lui donner un 3e mandat, ce qui ne s'est pas vu précédemment. Mais les mandats sont les mandats, la vie politique, même en Chine, et la vie politique, et ce qui caractérise l'histoire chinoise depuis 4000 ans, ce sont les cycles. Et le cycle qui suit le cycle précédent, souvent c'est l'inverse du cycle auquel on succède. Ah, vraiment, vous y croyez, Dinh-Lorean, à cette théorie des cycles? Je pense que le but de Xi Jinping, c'est justement en finir avec les Ouïghours et avec le Taïwan aussi. Donc c'est en fait le 3e mandat qui sera accordé et que qui le dit aussi par la suite, on ne sait pas encore. Et puis également, il y a un peuple qui est en train d'être éradiqué. Il y a en fait rien que le rapport de l'ONU cette fois qui dit crime contre l'humanité. Il y a en fait, du moins sans parler de génocide, qui encourt toujours depuis 5 ans. Il y a un crime contre l'humanité fait contre un peuple et que nous, on discutons de en fait un jour meilleur où en fait, comment dire, comme Jean-Paul l'a mentionné, instrumentalisation. On parle d'instrumentalisation de ce rapport. Il y a un peuple qui est en train d'être éradiqué. On attend donc quoi? On attend peut-être comme la choix totalement que la Chine et Xi Jinping puissent finir avec ce qu'elle a commencé et ensuite pour arriver pour dire « Ah, on aura dû ». Voilà, c'est ça la question qui doit se poser. Il y a un peuple qui est en train d'être éradiqué. Moi, je suis un peu plus en retrait par rapport à l'expression utilisée. Parce que quand même le rapport, si vous le lisez de près, mais tout le monde s'en fiche, il y a peu de gens qui vont lire le rapport, je vous assure. Moi, je me suis tapé le rapport de A jusqu'à Z, et que c'est seulement dans l'avant-dernier paragraphe où on demande aux gens de faire attention dans les importations des produits qui sont liés à des régions où il y a des problèmes de violation des droits de l'homme, et qu'en ce qui concerne la mention de crimes contre l'humanité, c'est au conditionnel. C'est au conditionnel. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe, c'est que Xi Jinping, pour son 3e mandat, c'était une chose, je pense effectivement, moi je ne crois pas non plus à un mandat à vie, mais dire que Xi Jinping a comme but aujourd'hui d'éradiquer les Ouïghours, je pense que c'est vraiment très excessif. En tout cas, c'est ce que vous dites, Alain Chalvon. Oui, rien que en fait, je mentionne juste en fait, comment dire, selon la stérilisation massive des femmes ouïghours, qui fait que dans toute la région, entre 2017 et 2019, en 2 ans, la chute démographique c'est 55%, et que rien que pour les 2 préfectures les plus importantes, Rotan et Kashgar, cette chute concerne 84%. C'est pourquoi les chercheurs parlent de génocide. Oui, génocide, si on pense à ce qui s'est passé dans l'histoire du monde au XXe siècle, non, c'est pas un génocide. On ne tue pas tous les Ouïghours. On peut parler de génocide. Ce n'est pas une définition de génocide. Je vous invite à regarder la définition juridique de génocide. Il n'y a pas de mention. En fait, il y a 5 critères et il n'y a en fait un seul critère suffit pour être qualifié de génocide. Mais vous ne m'avez pas laissé terminer. En revanche, je pense qu'on peut parler de génocide culturel. Oui, c'est vrai, il y a aussi des stérilisations de femmes pour limiter la population ouïghour, même si on ne les tue pas. Mais en revanche, la religion, l'écriture, la culture, les traditions, etc., tout ça,
il y a une volonté d'éradication. On veut empêcher les jeunes Ouïghours de parler autre chose que le chinois, que le mandarin. Donc il y a un vrai génocide culturel. Mais je ne dirais pas, même si je n'ai pas en fait la définition. Je souligne juste, en fait, nous avons en fait publié les chercheurs dans différents domaines, c'est-à-dire d'études ouïghours, d'études chinoises, d'études du génocide et de crimes internationaux. Nous avons publié en juillet un article en commun qui est intitulé « Un consensus scientifique sur le génocide ouïghour ». Et que je souligne aussi sur la question de définition du génocide, la stérilisation massive, c'est un critère pour être qualifié de génocide. En tout cas, l'ONU parle donc de crimes contre l'humanité possibles. Juste pour conclure, il va y avoir effectivement ces assemblées générales de l'ONU, Jean-François Di Meglio. Est-ce que la Chine risque tout de même d'être mise en difficulté parce que ce rapport sort littéralement une semaine avant ? Il y aura certainement un débat autour de ce rapport, on ne pourra pas l'éviter. Ce qui est certain, c'est qu'une assemblée générale, c'est quelque chose de très complexe. Vous avez l'assemblée générale, ce qui est visible. Vous pouvez avoir une prise de position, effectivement, on se souvient de prise de position française à l'assemblée générale. Et il y aura beaucoup de très beau monde à cette assemblée générale, comme vous le savez. Néanmoins, ce qui se passe aussi en coulisses va être extrêmement important. Et il est clair que la tentative, je dirais, de renversement de majorité de l'ONU par la Chine est en route. Est-ce qu'elle aboutira? Est-ce que techniquement, on peut aller jusqu'à changer le cours d'une assemblée générale? Je crois que c'est très difficile. Il est clair que l'ONU, comme vous le disiez, s'est donné les moyens d'être entendue sur des sujets où on avait tendance ces temps-ci à considérer que l'ONU était un autre machin. Antonio Guterres appelle Pékin à suivre les recommandations du rapport. Hein, voilà. Donc, il va y avoir certainement... Ça fait beaucoup rire, un débat extrêmement intéressant. Oui. Ça vous fait rire, mais l'ONU... Non, c'est parce que je pense qu'à l'ONU, il y a eu des votes dans le passé qui ont montré, effectivement, comme disait tout à l'heure mon voisin, qu'aucun pays arabe, effectivement, de pays de population musulmane, n'a soutenu finalement les condamnations demandées contre la Chine. Ce qui fait qu'il y a eu des votes, je crois, où il y a une quarantaine de pays qui ont condamné la Chine, et quand il y a eu un vote pour soutenir la Chine sur le même problème, il y a eu à peu près 70 à 80. Donc on est quand même le rapport de force. Ce n'est pas la Chine qui va renverser le rapport de force de l'ONU. Sur cette histoire de Xinjiang, je doute fort qu'on ait une majorité à l'intérieur de l'ONU, si vous voulez, pour appuyer ce rapport. Vous êtes d'accord? Les Européens devraient s'investir plus, vous pensez, sur cette question, Alain de Chalvon? Les démocraties européennes? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Où vous prenez vraiment des mesures draconiennes? Par exemple, oui, limiter les importations de Chine, ou bien vous parlez. Et vous faites des petites mesures, des mesurettes. Mais je ne vois pas bien, même l'Europe, même les États-Unis, faire beaucoup plus que ça. Il nous reste 5 minutes, donc j'ai un peu plus de temps que prévu. Dilnur Réhan, est-ce que l'ONU devrait diligenter une enquête maintenant? C'est ce qu'on recommande aussi, qu'on demande. Mais l'enquête, de toute façon, en fait, comme nous avons vu en mai dernier, avec la visite guidée de Michelle Bachelet par la Chine, qui a fait... Vous la critiquez aujourd'hui alors qu'elle est quand même à l'origine de ce rapport? Non, ce rapport, le rapport a été rédigé depuis plus d'1 an. Et qu'elle devait effectuer justement une enquête, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a effectué une visite et avant sa visite guidée, elle a refusé de rencontrer les rescapés de camp. Donc une enquête de l'ONU, pour vous, c'est inutile? Non, c'est pas inutile, absolument pas. C'est utile, bien sûr, mais ça ne sera pas réalisé, puisqu'en fait, on a espéré que ça soit une enquête. Cependant, en fait, au départ, ça allait être une enquête. Ensuite, ça partait en fait en visite guidée. Et donc, la Chine a exercé une pression énorme. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ce rapport a retardé plus d'1 an également. Donc, tant que la Chine a ce pouvoir de pression sur le monde, sur l'ONU, et que les démocraties, dites démocraties, ne font rien, alors qu'on voit les démocraties, quand elles veulent, elles peuvent, comme on l'a vu dans le cas de l'Ukraine et de la Russie. Il y a une vraie opposition tout de même entre la Chine et les États-Unis, on peut le dire, Jean-François Di Meglio, même dans ce dossier chinois. Après tout, Joe Biden a mis en avant les valeurs démocratiques face à la Chine. Non, mais ce qu'on est en train de dire, ce qu'Alain a souligné, c'est qu'on ne peut pas débrancher les fils de l'interdépendance mondiale du jour au lendemain. Et effectivement, à chaque moment, la question qui se pose, c'est est-ce que ce geste va être les prémices d'un débranchement de l'interconnexion mondiale. Donc ça, effectivement, personne aujourd'hui n'est prêt à aller jusque-là. En revanche, ce que ceci souligne,
c'est une question plus générale dans le multilatéralisme. C'est l'importance pour la Chine de sa souveraineté. Et effectivement, un certain nombre de pays pourraient en prendre de la graine. Une enquête de l'ONU serait perçue par la Chine d'une certaine façon comme une atteinte à son intégrité, à sa souveraineté, de la même façon qu'un certain nombre d'observateurs extérieurs qui iraient vérifier les émissions de carbone de la Chine pourraient être aussi considérés comme des ingérences dans ce que fait la Chine. Donc nous a priori, elle n'a rien à cacher, elle peut les laisser rentrer. Alors nous n'avons pas la même conception de la souveraineté, et je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. Le multilatéralisme peut aller avec des souverainetés qui s'entendent, peut-être pas avec la conception chinoise de la souveraineté. S'il nous reste 1 ou 2 minutes, je voudrais quand même terminer peut-être sur une note un peu plus optimiste. Les choses sont claires pour le prochain congrès qui démarre le 16 octobre. Xi Jinping va être reconduit et il aura une équipe à sa mesure, à son choix. Mais ce n'est pas forcément éternel. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du Parti communiste chinois. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas trop qu'il y ait quand même une contestation de la politique de Xi Jinping sur le plan idéologique, sur le plan économique. Ça va mal quand même en Chine, il y a beaucoup de chômage maintenant. Il y a une sorte de contrat social qui est rompu en Chine. Et on peut demander un jour des comptes à Xi Jinping. Ça n'est pas inévitable. Le Parti communiste en soi a une histoire et bouge d'une certaine manière. On l'avait vu même avec Mao qui avait été mis à l'écart après le grand bond en avant. Ça peut se produire. Et ça serait favorable aux Ouïghours. Et ça aura des conséquences, ça peut avoir des conséquences sur les Ouïghours. Pas nécessairement d'ailleurs, parce que le successeur de Xi Jinping, si jamais il y en a un, peut continuer. Mais enfin, c'est pas obligatoire. Vous voulez le mot de la fin, une minute? Je répète encore une fois qu'enfin, comment dire, il y a un peuple qui est en train d'être éradiqué, il y a un génocide en cours depuis 5 ans et que les démocraties ne font rien concrètement et que l'argent et l'économie, ils sont mis sur... Vous appelez à des sanctions en fait européennes, économiques. Absolument, pas que les sanctions, mais aussi enfin, il faut que la Chine rende compte devant une cour internationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ilknur Rehan. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio. Merci Jean-Paul Chang. Merci Alain de Chalvron. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.